Bonjour à tous, désolé pour le retard, ce sont des choses qui arrivent. On met les choses en place au fur et à mesure comme on peut. Hein. Le souci du détail, il paraît que c'est important. Non, ça va pas, bon, c'est pas grave. Allez, bonjour, j'ai eu une matinée un petit peu chargée, je vais pas m'en cacher. Et en fait, pourtant, je suis parti pour être à l'heure, mais en fait, l'autoroute n'était pas accessible. Donc, je suis dû rentrer par la route, ce qui explique pourquoi je suis en retard aujourd'hui, ce qui n'aurait pas dû arriver du tout, d'ailleurs, parce que je suis vraiment parti en avance pour être à l'heure. Mais, n'est-ce pas, ça n'a pas bien fonctionné. Salut Fred, salut Gabi, bonjour Jean-Pierre. On parle de quoi? Eh bien, les gars, écoutez, je vais être franc avec vous. J'ai rien eu le temps de préparer ce matin. Ça a été une matinée de folie. Donc, vous allez me poser des questions et je vais réagir. On évite les sujets difficiles, hein. Les sujets intraitables. Hein, voilà. On va pas. Qu'est-ce que je prends comme couleur? Noir? Je sais pas trop. Je vais essayer un peu une autre couleur, un peu. Comme ça. Ah, il n'y a pas trop de reflets, remarque aujourd'hui. Rapidement, c'est peut-être pas on va prendre une couleur un peu différente de d'habitude. Voilà, on va prendre cette couleur-là, un peu, voilà. Hein? Ça changera, il n'y a pas trop de reflets. Est-ce qu'on voit quand on écrit dessus? Pas tant que ça. Hein? On se voit, tu vas moins. Ça se voit que tu vas moins dans les chantiers. Alors, ben écoutez, j'étais sur un chantier. Alors déjà, on va en parler. Tiens, c'est bien, on va parler des chantiers un peu. Déjà, c'est vrai que je vais moins sur les chantiers, on va pas se mentir. Je vais finir mon réglage, là, 2 secondes, ça me plaît pas la couleur. Ah, mais je le fais exprès. Là, je suis perturbé, je veux vite que ça commence et du coup, je suis perturbé. Je vais partir sur une couleur standard. Hein. Je vais pas me prendre la tête aujourd'hui. Je vais effacer. Je vais faire ça comme ça et comme ça et comme ça. Alors, on va parler des chantiers, ça va être bien. C'est une très bonne remarque, Gabi. Je vais réagir à ça, puis je prendrai vos réactions, on va échanger. C'est l'heure où je dois retourner en financer. Ah ben j'ai pas eu le temps de le lire, Fred. Bon, tant pis. On va parler des chantiers. Donc c'est vrai que c'est une bonne remarque que Gabi me dit. Rentre, Alex, c'est bon. De toute façon, ils te verront passer. Hein. Voilà, Alex passe. Donc, on reprend, hein, parce que bon, voilà. Excusez-moi. Oui, on ne sait pas trop, on réfléchit. Donc, Gabi me dit, tu vas moins sur les chantiers, et effectivement, il a bien raison. J'y vais plus. Alors déjà, quand tu vas plus sur les chantiers, la première chose, je vais faire un retour d'expérience que je suis en train de vivre. Il faut pas venir se plaindre que ça se passe pas comme tu veux, et il faut l'accepter tout de suite. C'est-à-dire que je vois des trucs, des trucs qui me plaisent pas, mais comme je ne suis pas régulier dans le suivi de chantier et que c'est pas à moi à le faire, je peux pas venir me plaindre de pas trouver exactement ce que j'attends comme finition. Et voilà, après, à un moment donné, moi, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, premièrement. Deuxièmement, il y a un autre élément important aussi, c'est que je pense que j'en ai encore jamais parlé. On avait un problème sur un chantier qu'on a réglé, qui a été un problème assez difficile à régler. Et là, on arrive au bout et j'y vais moins aussi parce que j'ai un peu tout qui a arrêté en ce moment. Et c'est vrai que quand tu dois y retourner, c'est un peu compliqué. Tiens, je te vois boire, tu vas me servir à boire, s'il te plaît. Parce que j'ai soif. J'arrête pas de parler depuis ce matin. Donc, c'est vrai que quand tu vas moins sur les chantiers, tu es moins efficace, tu vois moins ce qui se passe au quotidien. Et j'ai un conseil à vous donner, surtout quand vous commencez, allez-y tous les jours. Si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours. Parce que franchement, c'est vraiment important de suivre les choses. Pourquoi l'immobilier n'est pas un enjeu quand on veut atteindre certains objectifs financiers? Allez, c'est bon, je prends cette question, elle me plaît. Je rends le truc à Alex. Je vais partir là-dessus. Alors, pourquoi l'immobilier n'est pas un enjeu quand on veut atteindre certains objectifs financiers? Alors, avant de répondre, je vais faire de cette question, Gabi, merci, je vais en faire le sujet du live d'aujourd'hui. C'est comme ça que c'est parfait, merci. Alors déjà, il faut comprendre un premier élément, c'est que l'immobilier, tu as plusieurs façons de l'aborder. Et ça, c'est une réalité. Ma manière de faire n'est pas, comment je vais dire, ça n'est pas la bonne manière de faire. Il y a autant de manières de faire qu'il y a d'investisseurs. Pour moi, comme je vous l'ai déjà répété, dans toute activité, et là, on va parler de l'immobilier, tu peux déjà, l'immobilier, pour moi, tu peux le scinder en 2 types d'activités. La partie entrepreneur, non mais ça n'a pas marché. Entrepreneur, ok.
et la partie investisseur. OK? Donc, je sépare en deux. Je sépare en deux l'immobilier volontairement. Je vais réécrire ici parce que ça ne me plaît pas. Entrepreneur. Je le sépare en deux et je vais t'expliquer pourquoi. Par exemple, si tu fais du marchand de biens, pour moi, tu es entrepreneur. Si tu fais de la location nue, Gabi a rajouté qu'on dirait que les gens ont des œillères grâce aux formateurs IMO. Ah, peut-être, mais on va en parler. Location nue, comme moi je fais, on est investisseur. Si tu fais de la location saisonnière, pour moi, tu es entrepreneur en location saisonnière. Si tu fais de la location meublée longue durée, tu vas plutôt être du côté investisseur. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas proposer des logements meublés que tu vas louer à l'année à des gens. Donc après, pour moi, les choix, pareil. Les travaux, c'est toujours intéressant. Quand tu fais des travaux, pour moi, tu es quand même du côté entrepreneur, même si tes travaux sont dans du nu. Pourquoi? Parce que sur la partie travaux, tu as plein de choses que tu peux optimiser et qui peuvent faire de toi un entrepreneur. Et en fait, pour moi, en fait, c'est un petit peu ce qui rend l'immobilier complexe, c'est qu'effectivement, en fonction des choix que tu vas établir au départ dans ta stratégie, tu vas te situer d'un côté ou de l'autre. Ici, tu as la promotion immobilière dont je ne parle pas. N'est-ce pas? Regarde. Si tu es agent immobilier, mandataire, que tu veux travailler chez Lotier, merde, je ne sais pas ce que je fais. Là, je vais écrire agent IMO. Agent IMO, ben, tu n'es pas investisseur, tu es entrepreneur. Et déjà, pour moi, c'est vraiment important que qui que tu sois et que tu écoutes cette vidéo, tu sois très au clair sur cette situation-là. Alors, en quoi, Gabi, sa question elle est très précise. Il dit financièrement, l'immobilier, ça ne peut pas permettre d'atteindre un certain niveau financier. Il a raison. Parce que ici, tu prends la location nue comme moi je fais et tu en fais de l'investissement. Et tu fais de l'investissement en location nue et tu veux multiplier ces investissements. C'est ça que je veux dire. Tu vas avoir une limite à un moment donné. Et la première limite que tu connais qui est évidente, c'est celle que les banques vont t'imposer, c'est celle des 33%. Attention, je ne veux pas que tu me fasses dire quelque chose que je n'ai pas dit. C'est largement, on peut dépasser cette limite. C'est en soi, c'est une fausse limite. Mais je donne un exemple pour que ce soit bien illustré. C'est-à-dire que ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que le fait qu'en soi, il y ait une limite de 33% pour pouvoir acheter des biens immobiliers, ça montre que ici, eh bien, tu es dans l'investissement. À l'inverse, si tu prends le marchand de biens, je vais peut-être pas la faire comme ça, mais si tu prends le marchand de biens ou la promotion immobilière, tu as aussi une limite qui est inhérente à l'opération que tu es en train de faire et à ton avancement dans ce type de projet, mais, parce qu'il y a un mais, la limite, dès que le projet il est terminé, tu peux la déplafonner, ce qui n'est pas le cas forcément dans l'investissement. Dans l'investissement, si ta limite, c'est d'avoir 5 immeubles, bon, ben, à moins après de venir agir sur ta partie entrepreneuriale ici, tu ne pourras jamais dépasser les 5 immeubles. C'est-à-dire qu'en gros, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que quand tu atteins ta limite d'investisseur, tu dois te tourner du côté entrepreneur pour que les résultats entrepreneuriaux te permettent d'aller chercher sur la partie investisseur plus d'éléments. Donc, il conviendrait, si on devait faire un schéma, et c'est le schéma. Putain, j'ai un problème de... Il y a Stéphane qui demande un agent immobilier, c'est un entrepreneur. Oui, pour moi, c'est un entrepreneur, un agent immo. Parce qu'un agent immobilier, si tu veux, j'aime bien, il y a un de nos mandataires, Nicolas, si tu nous regardes, je te salue. Quand il a fait la journée d'intégration, il m'a dit un truc qui m'a marqué et que je trouve très intéressant. Il m'a dit, moi, mes revenus, ils sont capés. Capés, ça veut dire qu'ils sont bloqués. Et c'est exactement, l'investisseur, il est capé.
Alors, capé en langage financier, par exemple, quand on te dit je te fais un prêt capé à 1%, ça veut dire que le prêt qu'on va t'octroyer, par exemple, il peut être à 2% ou à 3%. Et en fait, il peut augmenter ou baisser de moins 1 ou de plus 1. Si tu as un capé 2, il peut augmenter de plus 2 ou de moins 2. OK, tu as compris l'idée. Donc, capé, ça veut dire qu'il y a une limite qui est connue dès le départ et qui, en fait, t'empêche. Enfin, c'est pas que ça t'empêche. Tu peux peut-être aller au-delà de la limite connue, mais ça va être très difficile parce que une limite qu'on a tous, mais tes journées, mes journées font 24 heures. Donc, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Ta journée, elle fait 24 heures. Si tu as besoin de 25 heures pour faire le travail, eh ben, tu ne mettras pas une journée pour le faire, tu mettras 2 journées en fait. Voilà, c'est tous ces points, c'est comme ça. On peut en discuter tant qu'on veut. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Ta journée, elle est capée à ce temps-là. Bref. Ils sont capés dans la pyramide de Ponzi. C'est une famille. Ouais. Ça dépend les réseaux. Tu vois, nous, on n'a pas fait de réseau de réseau. Moi, j'aime pas non plus ce terme, mais nous, notre agence immobilière n'est absolument pas un réseau pyramidal. Il n'y a aucune possibilité de filleulage, d'embauchage, de recrutement et de toucher des commissions sur les recrutements. Donc après, c'est un choix des dirigeants. Nous, notre objectif, on le dit chez Lotier, c'est par exemple d'aider les gens à avoir beaucoup d'appartements. On préfère qu'un mandataire lotier nous quitte avec 20, 30, 40 appartements chez lui, plutôt qu'il nous quitte en nous laissant 20, 30 filleuls, tu vois. Après, les pyramides, il faut comprendre une chose, ça c'est pareil, cette histoire de pyramide. Dans le côté entrepreneur, il y a plein de sociétés qui sont sous forme pyramidale, mais c'est toi qui choisis de rentrer dedans ou pas. Donc, c'est à toi, au préalable, de faire un tri sur les sociétés qui correspondent à ta philosophie et celles qui ne correspondent pas. Nous, dès le départ, c'était très clair pour nous, il n'y aura pas de système de filleul. Après, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais c'est comme ça que je le prends. Donc, je reviens à ce que je veux dire. En gros, pour moi, là, on est dans le schéma que j'évoque toujours avec la phrase « l'immobilier, c'est un moyen et pas une fin ». L'entrepreneuriat, ça doit être pour toi ce que tu vas faire au quotidien. Alors après, si ta fin en soi, si ce que tu aimes par-dessus tout, c'est la location saisonnière, bien évidemment, ici, tu feras de la location saisonnière. Mais en gros, pour que ton immobilier fonctionne, l'idéal de la configuration, à mon sens, c'est d'un côté avoir des investissements qui sont certes capés, mais qui sont déplafonnables en fonction de tes résultats entrepreneuriaux. Et ensuite, comme tu vas réussir à déplafonner côté entrepreneur, tu vas redéplafonner ici et ça va faire un cercle vertueux. Et c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Alors maintenant, on va revenir, parce que je voulais cadrer le truc, à la question de Gabi. Gabi, il me dit, pourquoi l'immobilier ne te permet pas d'atteindre un certain niveau financier, en fait, finalement? C'est ça la question. En réalité, ce n'est pas que l'immobilier ne te permet pas de l'atteindre. C'est que l'immobilier peut te permettre de l'atteindre, mais pour l'atteindre rapidement, en fait, la question sous-jacente et qui nous ramène au formateur, c'est le problème de la rapidité. Mais moi, comme je le dis, c'est OK en fait. Que tu veuilles être rapide, pour moi en soi, c'est OK. Et le problème de la rapidité, c'est que si tu veux être rapide en immobilier, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne que tu trouveras facilement, c'est qu'il te faut un capital. Et ce capital, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Généralement, tu ne l'as pas. Donc, comme tu ne l'as pas, l'immobilier ne peut pas te permettre d'atteindre rapidement un niveau de revenu élevé. La finalité, le point que tu vas devoir accepter et avec lequel tu vas devoir composer, c'est qu'en immobilier, si tu veux atteindre un niveau de revenu élevé, il va falloir que tu te laisses un certain temps pour obtenir le capital qui te donnera, par contre, si tu te laisses le temps, directement les revenus que tu veux. Mais voilà, c'est pas magique en fait. Donc, une fois qu'on a ces données du problème, soit tu as un moyen de générer ton capital rapidement, soit c'est du temps. Alors, en gros, c'est très facile. Quand j'ai fait un podcast avec les gentlemen investisseurs et j'ai parlé avec Yann, parce que je l'ai rencontré et on a fait le podcast ensemble, et j'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a dit par rapport à sa façon de faire en fait.
il a abordé la chose sous un angle super intéressant. Je me demande si j'ai cassé un truc à moi ou d'autres choses. Bon, bref, on le saura jamais. J'arrête pas de faire tomber ces stylos. Donc, Yann, qui est un des deux gentlemen investisseurs avec Tony, il a abordé la chose sous un angle que je trouve très intéressant et qui peut partiellement apporter une somme de réponses à tout ça. Yann, il s'est acheté des immeubles. On s'en fout, je ne parle pas de lui particulièrement. Là, je vais donner des exemples et je vais donner la réflexion d'investisseur qu'il a eu. Il a acheté des immeubles pour, au départ, de la location nue. D'accord? Ces immeubles qu'il a achetés, il les a achetés, on va faire un truc vraiment basique, avec en location nue une espérance de rentabilité de 10%. Il a acheté, je donne des chiffres au hasard, on va dire, allez, 2 immeubles, ou même, allez, on va en mettre un peu plus, comme ça sera peut-être plus réaliste. Il a acheté 5 immeubles, on va dire. Voilà, on va partir sur un truc un peu plus réaliste. Donc, on part sur 5 immeubles à 10%. Je vais prendre ça. Hop. Je m'excuse. Tu regardes. Non, mais c'est pas grave, tu regarderas après. J'en ai pour 2 secondes. J'ai besoin de faire un calcul. On va vraiment partir sur un chiffre basique, une projection basique, etc. Ces 5 immeubles, on s'en fiche de combien il les a achetés. On va dire que on est sur des budgets très raisonnables. On va dire qu'avec ces 5 immeubles, il fait 125 000 € par an de chiffre d'affaires. On va dire qu'il a 1200 x 5. En face de ça, x 12. En face de ça, on met, c'est un peu mal écrit, mais c'est pas grave, 77 580 €. Ça, c'est la partie crédit, on est d'accord? Et ça lui laisse 47 000 €. Donc, avec sa formule initiale, je vais l'écrire d'une autre couleur. Avec sa formule initiale, il sort avant impôt 47 000 € qui sont des revenus locatifs, crédit payé, foncier non déduit et avant impôt, donc impôt sur le revenu. En fonction de tes revenus à côté, tu peux payer quand même pas mal d'impôts là-dessus. OK? Je prends ce cas-là, pourquoi? Parce que ce que j'ai beaucoup aimé avec son histoire, c'est qu'il m'a expliqué qu'il a fait une chose très simple. Il a injecté de l'entrepreneuriat dans ses immeubles. C'est-à-dire qu'il a converti ses immeubles à la coloc et aux saisonniers. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il garde toujours ses 47 420 € de crédit. Il les a gardés. Par contre, ce qu'il a transformé, c'est cette partie-là. Donc là, je ne vais pas me permettre de faire ses comptes. On n'en a pas parlé, je ne le sais pas. Mais imaginons que tu peux assez facilement comprendre que s'il a fait de la coloc et du saisonnier, quand en tout cas je l'ai écouté parler, il m'a dit qu'il avait réellement beaucoup augmenté ses revenus. Je pense, allez, on va prendre 125 000 €, on va augmenter les revenus de 40%. Ce qui veut dire que ça lui génère des frais en plus, hein, on est bien d'accord. Mais il est passé à 175 000 € par an de revenus locatifs. Et ça, il l'a fait juste parce qu'il a changé de mode d'exploitation. Alors, on est bien d'accord, il gagne 50 000 € en plus, mais je veux le préciser, il a forcément des charges en plus. Donc, moins 47 420 €. On a, bon là j'ai fait une faute, hein, 175 000 € moins 47 420. Ah non, j'ai pas fait de faute. On est d'accord qu'il lui reste. Ah non, c'est 77 000, j'ai fait une bêtise. Non, mais moi, j'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise de chiffres. C'est ici, en crédit, je me disais, c'est pas possible. 77 580 de crédit, pardon. Donc, on recommence. 175 000 moins 77 580. Il se retrouve avec, je le mets de la même couleur que tout à l'heure, on se retrouve, enfin, dans son cas, on se retrouve avec 97 420 €, soit, ben oui, c'est ça, je suis complètement bête, hein. Franchement, j'aurais pu faire un calcul plus simple que ça, mais ça, c'est moi, ça. Bon, bref, l'écart se retrouve là, écart de 50 000 €. Donc, où je veux en venir? Parce que c'est ce que je veux quand même, je voudrais quand même répondre à ta question, Gabi. Est-ce que l'immobilier ne permet pas du coup de passer des gaps? Non, mais il va falloir que tu acceptes de transformer ton rapport à l'immobilier. Moi, par exemple, je ne suis pas… On en a parlé d'ailleurs. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Ça ne m'intéresse pas en fait.
Parce que après, ce qu'il faut comprendre, et c'est là que la discussion elle devient intéressante, c'est que regarde, je finis, après je prends vos réactions. Entrepreneur, investisseur. J'écris comme ça. Tu vas comprendre très clairement pourquoi. Parce que après, on va débattre et encore une fois, personne n'a raison, personne n'a tort. Mais je pense que c'est intéressant. Pourquoi j'ai pas envie de basculer de ce côté-là? Parce que côté entrepreneur, tu multiplies les clients. C'est ce que te permet de faire l'entrepreneuriat. Et côté investissement, tu multiplies les logements. Donc, si tu veux, à mon sens, c'est plus intéressant de multiplier les logements que de multiplier les clients. Mais c'est ma vision des choses. Je ne dis pas que j'ai raison. Et je dis qu'après, il faudrait qu'on pousse les calculs vachement loin pour voir en bout de course lequel des deux a raison. Parce que, en vérité, et c'est très complexe de répondre à ça, ici, ce chiffre d'affaires, pour moi, il est variable. Même si tu as des personnes qui vont te tenir un discours opposé au mien, et que, toujours à mon sens, ça reste mon avis, pour moi, ici, le capital, il est plutôt fixe. Quand il est acquis, même s'il varie par rapport aux fluctuations de marché, etc., ça reste plutôt fixe. Après, on est d'accord que en termes d'argent, et c'est là où je rejoins Gabi, en termes d'argent pour soi, c'est même ce que je vais dire, c'est même ça. Regarde. Attends, on va virer ça parce que ça on s'en fiche. Je vais l'écrire d'une autre couleur. Et je vais finir avec ça. Argent à dépenser. Et ici, je dirais capital. Voilà. C'est-à-dire que là, ici, on optimise son train de vie. Et ici, on optimise son capital. Et c'est pas forcément compatible. Après, la sagesse veut qu'on essaye de faire les deux, parce qu'il faut faire les deux, sinon tu ne vis plus. Mais c'est un choix personnel après. Et je ne peux pas te dire, fais ça ou fais ça. Moi, je suis de ce côté-là. Chacun est du côté qu'il a envie. On va en parler. Mais voilà. Alors, pourquoi car on dirait que les gens... voilà ma réponse, Gabi, on va en parler. Salut, agent IMO, entrepreneur. Par les mandataires IMO, Nico, ils sont capés dans les pyramides de Ponzi. Je ne suis pas d'accord avec toi, Stéphane. J'ai lu ta question. Ce n'est pas des pyramides de Ponzi, les mandataires. Hein. Ça dépend comment on appelle? Ça dépend les réseaux dans lesquels tu travailles. Et alors, on emploie ce terme réseau, mais les groupements, c'est censé être des groupements, un réseau de mandataires. Et donc, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de raison de voir les choses sous l'angle pyramide de Ponzi. Ça l'est parce que certains groupes vont proposer, comme j'ai dit tout à l'heure, du filleulage, je ne sais pas si ça se dit ce terme-là, mais en gros, quand tu fais rentrer quelqu'un, tu touches dessus et c'est tourné en mode MLM ou pyramide de Ponzi, mais dans tous les cas, ça n'en est pas. Alors, Yasmina a parlé de l'immobilier à Nice. On va en parler demain. Demain, parce que là, l'émission, elle dure qu'1 heure. Je ne vais pas faire 1 heure sur un sujet, voilà. Pas dans celle de Popo, Sandra, merci. C'est possible d'investir dans l'immobilier sans impacter sa capacité d'emprunt. Oui, au travers de sociétés, déjà, tu vas commencer à moins impacter ta capacité d'emprunt. Après, on va pas se mentir, tu vas pas commencer directement avec une société. Donc, la réponse, elle est mitigée, en fait. C'est-à-dire que le début ne pourra pas, encore que tu peux directement investir en société, mais c'est pas ce que je te conseillerais, surtout quand tu n'as jamais investi. Donc, le problème, c'est que il faut commencer. Commencer, ça veut dire qu'en même temps, tu acceptes de le porter sur tes épaules parce que si tu n'as jamais investi, tu ne sais pas si tu aimes l'investissement immobilier. Donc, il faut commencer par étapes. Donc, pour moi, avec ma méthode de travail, ma vision des choses, tu ne peux pas commencer dans l'immobilier sans impacter ton endettement parce que tu as intérêt à impacter ton endettement pour valider le fait que l'immobilier te plaît. C'est mon avis, hein. Imagine, moi c'est ce que je raconte toujours, enfin je raconte, c'est pas une histoire, mais imagine, ce live s'arrête, tu achètes un appartement, ça te plaît pas du tout, ça se passe mal, il y a des problèmes, je sais pas, voilà, le processus qu'est l'immobilier ne te plaît pas. Tu peux pas le brancher, on n'a pas les mêmes câbles, je sais pas ce que tu cherches. Ouais, mais je me suis dit, on sait jamais sur ma... Non, sur un malentendu, ça marchera pas. Tu veux un câble pour brancher ton Mac, c'est ça? Tiens, voilà, il y a celui-là. C'est pas possible, hein, franchement. Oui.
Donc, je te disais que voilà, ce qu'il faut d'abord, et c'est ce qui fait que tu vas être obligé de toucher d'impacter ta capacité d'emprunt, ce qu'il faut d'abord, c'est valider que ça te plaît. Après, si tu as validé le fait que l'immobilier te plaît, au travers de société, tu vas finir par ne plus être impacté au niveau de ta capacité d'emprunt. Le rendement à Nice est très faible. Yasmina, on verra ça demain. Aujourd'hui, je ne ferai pas ni d'analyse d'appartement ni rien. On n'a qu'une heure, c'est pas suffisant. C'est l'État qui ne nous permet pas de l'atteindre. Ils veulent tout nous voler. Alors, les impôts, c'est un vrai sujet. Déjà, je vais te dire une chose. Même moi, j'ai des moments où ça m'agace, hein, où j'y pense. Hein. On a tous nos moments où on pense aux impôts. Il y a 3 choses que tu peux faire pour les impôts. Donc, premièrement, et c'est tout bête, c'est un truc que je répète toujours, que personne ne fait, c'est, je ne vais pas commencer par celle-là, je le dirai à la fin. Donc, premièrement, c'est, comment je vais mettre ça? Je vais mettre ça comme ça. Se confronter aux impôts. Voilà, je vais les mettre comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font leurs impôts, mais qui ne s'y confrontent pas. Et se confronter aux impôts, ça veut dire je m'assois, j'en suis là, et quand on se confronte, on ne confronte pas que soi-même aux impôts, on confronte aussi ses objectifs. C'est-à-dire que, imaginons que tu aies des objectifs financiers, quand tu fais tes impôts, essaye d'en profiter pour regarder si tu atteignais, mais attention, hein, si tu gagnes 20 000 € par an, ne viens pas me dire que tu rêves de gagner 100 000 € par an. Quand on gagne 20 000 € par an de revenus, je prends un exemple au hasard, la première chose qu'on essaye de faire, le premier objectif qu'on a, c'est d'en gagner 30. Et dans le système français, tu vas te rendre compte qu'il vaut mieux pas en gagner 30, mais plutôt en gagner 25 ou 24. Parce que, en fait, la vérité, c'est que la tranche supérieure, il vaut mieux pas la passer. Et du coup, quand je te dis de te confronter à tes impôts, c'est de faire ça déjà. Juste déjà fais ça. Et sans aller te dire, moi, je veux gagner 100 000 € par an, alors que tu n'en gagnes même pas 20. Commence par dire, voilà, moi, j'ai 20 000. OK, la tranche supérieure, elle est là. Comment je fais pour me mettre juste en dessous de la tranche? Tu vois, là, tu as la tranche, ben, tu te mets juste en dessous. Pour déjà, rien qu'en faisant ça, tu vas optimiser, entre guillemets, ta fiscalité, d'accord? Bon, OK, ça, c'est la première chose. 1, tu te confrontes à tes impôts. Je vais y arriver à effacer ce que je veux effacer. Désolé pour le bruit. Paf, 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 paf. Voilà. 1, tu te confrontes. 2, tu anticipes. Je ne sais pas l'écrire. On l'écrit. Je ne vais pas faire de conneries. Il n'y a pas de H. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est d'accord. Tu anticipes tes impôts. Alors, les anticiper, c'est quoi? Alors, attention, parce que 1, 2, hein, on va le faire les choses en ordre. Dans la première partie, je te dis en gros, tu te confrontes, tu poses des objectifs, tu essayes d'atteindre tes objectifs. Donc, ça veut dire qu'on est en année N. Donc, à l'année N, tu te confrontes. Tu gagnes 20 000 € par an. Tu te dis, ça c'est la courbe du temps qui passe. En N plus 1, tu as réussi, tu gagnes 23 000 €. D'accord? Donc déjà, il faut déjà ne serait-ce que faire ça. Si tu arrives de passer de 20 à 23, quand tu es en année N plus 1, hein, on est en N plus 1, tu te dis, bon ben là, pour l'année d'après, je vais essayer de faire ce coup-ci 30 000. Je vais passer la tranche. Et du coup, là, tu anticipes. Parce que là, du coup, tu vas déclencher une fiscalité et tu vas commencer à dire, comme je vais déclencher de la fiscalité, qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc là, tu te demandes quels outils, avec un S, pour ne pas me faire assassiner. Bon, et le troisième, tu le connais, mais arrête de te plaindre. Agis. Hein, action. Voilà. Passe à l'action. Arrête de te plaindre. On a tendance en France à avoir la réaction que tu dis, c'est l'État qui veut tout nous prendre. Mais franchement, regardez, je vais te le montrer maintenant. En France, t'as largement, on est dans un pays où tu as largement le temps de voir venir les choses. Je m'explique. Regarde, on va aller sur les impôts. Tranche d'impôts. Je regarde les commentaires. 2 secondes, j'aime bien finir mon tranche d'impôt 2020. Regarde les tranches, je veux que tu les vois. Regarde. On va se mettre là, on va poser ça là, regarde. On va zoomer pour que tu les vois vraiment. Je veux que tu les vois les tranches, regarde. Voilà, on va bien zoomer pour que tu les vois. Voilà, regarde. Voilà, regarde. On se met bien là. Là, normalement, on va un petit peu réduire. Un petit peu, hein. Voilà, regarde. Normalement, je regarde sur le retour d'écran, tu les vois les tranches, d'accord? Maintenant, je vais prendre mon stylo que je mets là et je me mets sur le mode stylo et je te montre. Tu payes 11% d'impôt
Quand tu gagnes entre 10 et 25 000 euros, alors en dessous de 10 000 euros, tu payes 0, mais entre 10 et 25, tu payes 11% d'impôt. Tu as plein d'abattements en France. Je connais plein de personnes qui sont dans cette tranche-là et qui en réalité payent 0 euros. C'est la réalité du terrain que je te donne. Hein. Ou qui payent très peu. Mais 11%, c'est largement acceptable. Alors, c'est sûr qu'après, quand tu es comme moi à ton compte et que tu le cumules à ce qu'on paye déjà en charges sociales, on pourrait avoir ce débat aussi, mais on ne va pas en parler ici, sinon, ce n'est pas le but. Deuxièmement, jusqu'à 73 000 euros, tu payes 30%. Pour moi, je te le dis comme je le pense, 30% d'impôt, c'est largement acceptable. Là où ça commence à piquer, je vais d'ailleurs l'écrire d'une autre couleur, c'est là en bas. C'est ici que ça commence à piquer. Et ce que je veux te dire là, c'est que ici, en fait, le temps que tu vas passer à essayer d'augmenter ici tes revenus, tu vas largement le voir arriver, l'augmentation. Tu vas la voir arriver. Tu vas avoir le temps de l'anticiper et de t'y préparer. Donc, je peux comprendre. Et attention, hein, je ne remets pas en cause ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi. La fiscalité en France, elle est escalée et on pourrait en parler des heures. Mais, à mon sens, tu as largement le temps de la voir arriver, de la préparer et de t'en sortir. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Alors, je regarde où j'en suis. Ouh là là, oui, effectivement, tu as eu raison de me dire de regarder les commentaires. En LMP, avec le nouveau statut, tu vas douiller. Ouais, j'ai toujours pas eu le temps de le regarder. Je vous promets que je vais m'y pencher. Mais là, alors d'ailleurs, voilà, j'en profiterai pour en parler. Il va y avoir les nouvelles vidéos qui vont arriver sur le programme 1 million. Donc, il y a pas mal de vidéos qui ont été tournées là, qui vont être finies d'être montées. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de regarder tout ça. J'ai arrêté l'IMO pour 2021. Je peux comprendre. Si tu as X les logements, tu augmentes tes clients. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire, Sandra. Tu dis que si tu as X logements, tu augmentes tes clients. Pas en nu, hein, Sandra. Oui, tu augmentes ton nombre de clients, mais pas au même volume. C'est-à-dire que pour un même… Je comprends ta remarque, Sandra, mais tu vas comprendre mon raisonnement à moi aussi. Il y a quand même, tu vas en convenir avec moi, qu'il y a quand même il y a une énorme différence. Regarde, on va le faire d'ailleurs ensemble. Tac, tac, tac. Non, mais on va le faire là. Regarde, on va faire un truc comme ça. On va prendre un P2 et un P2. Tu as raison. Alors, je te dis d'abord, tu as raison. Effectivement, parce que si tu rachètes des logements, tu récupères de nouveaux clients. Mais quand tu es entrepreneur, que tu vas traiter, c'est le même P2. Il t'appartient. Si tu le fais en location saisonnière, tu vas peut-être avoir 100 personnes sur une année qui vont passer à l'intérieur. Alors que là, dans le P2, allez, au mieux, tu vas avoir 3 personnes sur une année, c'est-à-dire un couple plus un bébé. Donc, tu m'as compris. C'est-à-dire que pour moi, quand je te dis tu peux pas augmenter le nombre, tu pourras jamais, en tant qu'investisseur, arriver à augmenter ton nombre de clients comme quand tu es entrepreneur. Donc ici, on est entrepreneur en loc saisonnière et ici, on est juste investisseur. Ben juste, attention, hein, moi, je préfère être que investisseur, ça me plaît mieux. Et parce que du coup, moi, mon travail, c'est pas d'essayer d'avoir un volume de passage de clients aussi important. Mon travail, c'est d'essayer d'ici. Moi, je vais agir sur cette colonne pour multiplier le nombre de P2. Là, ici, tu agis sur cette colonne-là. Donc, toi, tu agis dans la colonne. Moi, j'agis sur la colonne parce que, en fait, on ne peut pas optimiser la même chose. Et c'est logique. Voilà mon point sur la différence entre un entrepreneur et un investisseur. Mais attention, hein, faut être les deux. Comment dirais-je, la réflexion et l'action de Yann qui a été de dire j'ai des immeubles que j'ai achetés en tant qu'investisseur que je vais louer à la semaine et que je vais mettre en coloc, c'est une bonne réflexion parce que du coup, il a les deux facettes il a les deux activités en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Tu as déjà fait une comparaison entreprise sur 10 ans et toi sur 10 ans, le rapport n'est pas le même à la vente. Oui, mais c'est exactement le calcul que je sous-entendais qu'il faudrait faire pour aller plus loin. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu récupères au bout de 10 ans? Mais là aussi, encore Gabi, la subtilité, elle est très particulière parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est réellement ça, en fait. C'est-à-dire que c'est complexe parce que, en fait, si tu veux, si tu arrives à rentrer dans ce cercle-là, c'est pour ça que c'est un tout, en fait.
faut pas faire, il ne faut pas ne pas faire d'immobilier, il ne faut pas ne faire que de l'immobilier, il ne faut pas ne pas faire d'entrepreneuriat, il ne faut pas ne faire que de l'entrepreneuriat. Parce que l'un vient compléter l'autre, en fait. Et ça crée une dynamique que tu n'auras. Les personnes qui font ça, ils n'ont pas les mêmes résultats à long terme que les autres. Et tu peux me prendre n'importe quel cas, en fait. Au final, celui qui arrive à accumuler les deux casquettes, ce qui est très difficile, hein, je peux t'en parler, parce que moi, en ce moment, je suis en train de le subir, arriver à avoir vraiment les deux casquettes et à les mener de front, c'est très compliqué parce que réellement, il y a une synergie qui doit être créée entre les deux et créer un pont. Et ce pont, il est dur à créer, mais la bonne réponse, elle n'est pas d'un côté ou de l'autre, elle est pour la personne qui arrive à avoir les deux. Et crois-moi, j'en connais plein qui ont les deux, qui ont un parc immobilier, des sociétés, et c'est l'ensemble qui les amène à des résultats que tu ne pourras pas avoir autrement. Voilà. Je viens de lâcher un immeuble avec des vis cachées partout, vendu par un pauvre mandataire immobilier qui avait besoin de fric. Bon, écoute Stéphane, tout le monde, en fait, tu ne peux pas prendre un cas comme étant une généralité. Dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais acteurs du marché. Et après, tu as des mandataires qui sont là par opportunité, et ben voilà, c'est comme ça. Mais tu as des gens qui sont super professionnels. Donc, c'est à toi, après, à faire la part des choses et à te dire, OK, je ne travaillerai plus avec cette personne-là, mais tel professionnel. Moi, j'achète, honnêtement, sur l'ensemble des biens que j'ai achetés, 80% des biens que j'ai achetés, je les ai achetés avec des agents immobiliers. Et d'ailleurs, juste pour la petite anecdote, à chaque fois qu'il m'arrive des histoires, entre guillemets, de fous, c'est souvent quand il n'y a pas d'agent immobilier au milieu parce que de particulier à particulier, le mec, il s'en fout en fait. La dernière vente dont je vous ai parlé qui a été annulée, j'étais en direct du particulier. Le particulier, la veille de la signature, enfin quelques jours avant la signature, il a annulé. Mon notaire était choqué, le notaire des vendeurs était désolé, tout le monde était désolé, on était hyper engagés. Moi, j'avais déjà l'accord bancaire avant même de pouvoir acheter le truc. On a tous eu le bec dans l'eau parce qu'il n'y avait personne entre lui et moi. Je suis sûr qu'il y aurait une agence. Ça ne serait pas passé pareil. Et honnêtement, sur un bien comme ça, il y avait quoi, 5 000 € ou 6 000 € de frais d'agence, mais je les aurais payés en fait. Si de payer les frais d'agence, ça m'aurait garanti d'avoir le bien immobilier, je l'ai payé. C'est le prix de la certitude. Je dis ça, je dis rien. Vaut mieux acheter sa résidence principale, petit appartement étant jeune, ou commencer à acheter 1, 2 ou 3 petits studios locatifs. Moi, je ne suis pas contre la résidence principale. Donc après, il y a aussi, dans ta question, il y a une partie à laquelle je ne pourrais pas répondre, c'est qu'est-ce que toi tu veux. Je ne suis pas contre. C'est-à-dire que si pour toi, c'est important d'avoir ta résidence principale, après, comme moi j'ai fait dans le programme 1 million, il y a vraiment une partie sur les résidences principales où je te montre comment acheter des RP. Pour moi, la RP, il faut savoir exactement ce que tu achètes, dans quelles conditions. La vraie question que tu poses, c'est est-ce que si j'achète du locatif, j'ai la garantie de pouvoir avoir plus de locatif? La réponse, c'est oui. Maintenant, moi, ma réponse, et je te l'ai dit aussi, c'est que tu vas pouvoir cumuler les deux dans la mesure où tu sais acheter ta RP. On peut pas. La vérité de la RP, c'est qu'on n'achète pas n'importe quelle résidence principale si on veut investir. Après, c'est à toi de savoir. Si vraiment pour toi, le plus important dans ta vie, c'est le locatif et tu veux privilégier le locatif, n'achète pas ta RP. Maintenant, si pour toi, tu veux avoir une RP, ben, il faut une résidence principale, il faut que tu en achètes une. Voilà. Mais il ne faut pas que tu achètes n'importe quoi et n'importe comment. Il y a vraiment, pour la RP, pour moi en tout cas, il faut qu'il y ait de la stratégie derrière parce que voilà, c'est sûr que si c'est mal acheté, ça peut devenir un poids en fait. Ça peut vite basculer. Et il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi avec leur RP. Hein. C'est-à-dire que ils foncent, ils se saignent et ben voilà quoi. En gros, c'est le jeu est terminé quoi. Voilà. Mais c'est mon opinion. Je me confronte, Nico, et je suis mis KO. Mais non, t'es pas mis KO, on parle. Le but, c'est de réfléchir. Après, c'est vrai que moi, j'ai un peu lu tes échanges. Voilà, c'est vrai qu'il y a comme dans tout, voilà, il y a des mauvais mandataires, il y a des bons mandataires, mais c'est comme ça. Honnêtement, en France, l'impôt n'est pas un problème. C'est un faux problème. Les gens pensent vraiment qu'on leur prend 30% d'impôt sur leurs revenus. Gabi, après, ce qu'il faut comprendre aussi, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que pareil, pour l'imposition, je vais revenir rapidement derrière, il faut quand même être honnête. Il y a une phase en fait, le problème de la France, c'est qu'il y a une fiscalité qui est importante à un moment donné et qu'il y a une phase de transition qui est difficile. C'est-à-dire que je m'explique, bon, je ne vais pas l'écrire, mais c'est pas grave. En gros, je suis d'accord avec Gabi, l'impôt n'est pas un problème parce que réellement, en fait, pendant longtemps, on ne paye pas tant d'impôts que ça. Mais pour les gens qui ont des revenus qui augmentent, après, il arrive un point où
tes revenus ils augmentent, là, tu te fais un petit peu assassiner, tu dis, waouh, attends, là, il y a un problème au niveau fiscal. Et en fait, la transition, c'est-à-dire je suis dans cette situation qui est complexe, qui me convient pas, et je veux passer dans une situation qui me convient à nouveau. Il y a une phase de transition qui est quand même un peu particulière et où je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, tout le monde n'a pas l'air d'avoir accès. Alors, je pense pas que c'est qu'ils aient pas accès, mais c'est qu'ils ne s'y intéressent pas. Donc voilà, après c'est aussi leur faute, c'est sûr. Mais je suis quand même fondamentalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que si tu t'intéresses à la fiscalité, si comme je te disais, tu te confrontes, tu anticipes et tu passes à l'action, normalement, tu ne devrais pas avoir de problème fiscal en France. Mais après, voilà, c'est clair qu'il y a une chose par contre que je ne retirerai pas de la France et pour laquelle je ne peux rien faire, c'est compliqué, laborieux et tu t'adresses à des fonctionnaires qui ne vivent pas dans le même monde que toi. C'est-à-dire qu'on est un pays qui, moi quand je parle avec les gens, mais les gens de manière générale, même les salariés, tu vois, c'est fou parce que les gens, ils ont leur salaire le premier, donc il faut que l'argent soit le premier sur les comptes. Ils sont vachement obtus en fait. Et la réalité financière des gens qui gagnent de l'argent indépendamment d'un patron, c'est pas ça. Quand tu gagnes de l'argent indépendamment, tu te rends compte que tu peux gagner énormément d'argent, par exemple le 30 du mois, et plus avoir d'argent le mois d'après, et puis d'un coup regagner de l'argent. En fait, l'univers de l'entrepreneuriat t'apprend l'irrégularité, et le salariat et les salariés français, ils sont un petit peu, j'ai l'impression, voilà, hyper dans la régularité, obtus, sur des trucs où franchement il n'y a pas matière de l'être, mais bon, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Mais bon, voilà, on est d'accord sinon. Les gens ont peur de payer des impôts avant de gagner de l'argent. Alors ça, Sandra, c'est complètement vrai, c'est un des gros problèmes français, c'est comme ça. 17,2 pour les cotisations sociales, tout à fait, la TMI, je suis entrepreneur et investisseur. Bravo Sandra, c'est ce qu'il faut. Warren Buffett, il est entrepreneur ou investisseur? Stéphane, je ne vais pas te répondre parce que je veux faire une vidéo sur lui. Parce que pour moi, pour Warren Buffett, c'est un énorme mensonge en fait qu'on vous fait miroiter autour de Warren Buffett. La vérité de Warren Buffett, elle est vraiment très loin de ce que tout le monde te raconte à droite et à gauche. Donc, en plus, j'ai lu son bouquin et j'ai les éléments pour le prouver. Donc, j'en ferai. Là, je vous assure qu'il y a une super vidéo qui arrive sur la chaîne d'ailleurs. Et la vidéo de Warren Buffett, ça sera le même style. J'en dis pas plus. Gabi, il dit la RP, c'est un faux problème. C'est ça. Olivier, j'ai visité un immeuble insalubre, voire en péril, tu ferais quoi? Achat au minimum après grosse négo, rien à signer de service compétent, à savoir qu'il y a 2 locataires sur un appart. Gabi qui dit donc la RP, c'est un faux problème. Et il dit derrière, je connais aucun pilote de Formule 1 qui ne sait pas conduire une Twingo. J'adore. Mais je le dis depuis le début, Gabi, tu le sais. Pour moi, c'est une ineptie, les gens qui disent que tu ne peux pas avoir de RP. Si ton métier, c'est l'immobilier et que tu ne sais pas acheter ta RP, c'est que tu n'as rien compris. Mais bon, voilà. Après, c'est la même chose. C'est dit pas pareil. Alors, Olivier G qui nous dit, j'ai visité un immeuble insalubre. Tu ferais quoi? Olivier, je ne l'ai pas visité. Donc, je ferais quoi? La question, elle est audacieuse. Moi, je vais te répondre avec mon cadre à moi. Voilà. Je vais te donner mon cadre personnel. Je vais te donner ma réponse, tu l'adaptes à ta situation et après, bien évidemment, vous l'adaptez parce qu'il faut faire très attention. Sur un secteur que je connais, sur lequel je sais sur quel levier actionner, parce que l'insalubrité, c'est quelque chose de particulier, il y a des choses à faire et il faut savoir que tu peux très bien visiter un immeuble et te dire c'est bon, c'est du beurre ou du gâteau, appelle ça comme tu as envie, et tu dis c'est bon, je sais exactement ce que je vais faire et je vais le redresser et être très surpris à l'arrivée que sur certains détails, tu les as pas cadrés ou vus et te retrouver finalement avec un immeuble qui est toujours en arrêté de péril ou en insalubrité. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je suis sur un secteur que je connais. Je suis certain des leviers que je peux actionner. Je suis sûr de pouvoir mener le projet de la façon dont je prévois de le mener. Pareil, tu me dis qu'il y a 2 locataires. Pour moi, c'est une incertitude. Pareil, j'ai pas vu les locataires, j'ai pas vu les conditions. Donc, il faut que les conditions qui sont les miennes pour amener le projet à terme soient remplies. Donc, entre autres, je te le dis en l'occurrence sur des gros bâtiments, sur des bâtiments comme ça où il y a des gros travaux, c'est plutôt ça la réalité. Il y a un besoin malgré tout de timing. Il faut timer le truc parce que sinon, ça peut déborder, surtout dans l'ancien. Donc, je m'assure que le truc est bien bordé. Si tout est bien bordé et que ça rentre dans mes cases, je fonce. Maintenant, tes cases ne sont pas les miennes et c'est à toi de les adapter. Donc, pour moi, ce qu'il faut que tu regardes, c'est sur quoi il faut que tu sois vigilant, c'est que ton cadre d'action, celui que tu penses être ton cadre d'action, soit réellement efficient dans ce projet-là. Je ne sais pas si je suis clair. Par exemple, les services auxquels tu vas faire appel derrière, qui sont les services avec lesquels tu vas travailler pour rebasculer l'immeuble de façon salubre,
eh bien, que tu sois sûr qu'il n'y ait pas de changement dans les mois qui arrivent, que tu sois sûr que tu t'adresses à la bonne personne, que ce qu'ils vont te demander est faisable et réalisable, parce que ça, c'est pareil. Hein. Parfois, tu as des services qui te sortent des contraintes, mais d'un autre monde. Et donc, il vaut mieux se retirer. Parce que si le mec, il te donne des trucs que tu peux pas réaliser, enfin, si, tu peux les réaliser, mais à un prix qui est pas du tout le prix que tu veux mettre, ben voilà. Donc, c'est des dossiers intéressants quand ils sont cadrés. Et comme je connais rien de ta situation, mais ni du début ni de la fin, je vais pas m'aventurer à te dire fais-le sur quelque chose que j'ai pas vu. Voilà, sois très vigilant, c'est tout ce que j'ai à dire. Salut Nicolas, sur quels critères te bases-tu? Alors, sur quels critères bases-tu tes recherches pour lancer une visite? Alors, attends, je vais la reformuler la phrase. Donc, la question que tu veux me poser, à mon avis, tu veux savoir qu'est-ce qui fait que quand je fais mes recherches, qu'est-ce qui déclenche une visite chez moi? Confirme-moi. Parce que je ne veux pas dire de bêtises. Est-ce que c'est ça? Sur l'insalubrité, j'ai commencé à creuser. C'est bon, Sandra. Confirme-moi, CP, s'il te plaît, que c'est bien ce que je dis, c'est bien ce que tu me demandes. Tu veux savoir sur quels critères je me base pour commencer à lancer. Non, j'arrive pas à la dire. Sur quels critères bases-tu tes recherches sur quels critères bases-tu tes recherches pour lancer une visite? Alors bon, écoute, moi je vais te répondre un peu plus tôt. Mon process, il est très simple. Je suis assez ouvert aujourd'hui en immobilier. Je visite un peu tout finalement. Même parfois peut-être des choses que je ne devrais pas visiter. Donc je suis peut-être répréhensible, ou en tout cas sur ce point-là, je suis peut-être pas un bon élève, parce qu'il y a des choses sur lesquelles, à mon avis, je perds du temps où il n'y aurait pas de temps à perdre. S'il y avait ma mère qui était là, elle te dirait il perd du temps sur ces trucs-là. Mais parce que je considère qu'il n'y a pas en soi de mauvaise visite. Tu peux très bien visiter un bien sur lequel tu t'attends à rien et avoir une surprise. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, d'aller sur une visite par hasard, sans rien attendre du truc et partir en l'achetant, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est vrai qu'il faut que tu l'entendes. Je ne suis pas arrêté sur mes visites. Bon, quels sont mes critères? Essentiellement, actuellement, moi, un de mes critères central, c'est les possibilités que va offrir le bien. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est il y a un bien, donc ça, c'est un bien. Je le visite, je te donne un exemple tout bête. Hein. Il y a 4 logements, et ben va savoir pourquoi. Moi, je trouve le moyen d'en faire un de plus. Voilà. Moi, aujourd'hui, ce que j'aime, ça va être les possibilités que vont offrir le bien. C'est peut-être aussi pour ça que je te réponds que je visite un peu tout, parce que finalement, plein de fois, je me rends compte que je peux agir. C'est marrant parce que le vrai terme d'ailleurs, c'est ça. Les questions que je me pose, c'est avec un S, quelles sont les actions que je peux encore mener sur ce bien-là? Et que ce soit dans la visite, que ce soit dans les offres que je vais faire, dans les types de biens que je vais acheter, j'aime bien qu'il y ait encore des choses que je vais pouvoir amener sur le tapis pour justement permettre au bien de se modifier, d'être différent de ce qu'il était quand je l'ai récupéré, quoi. Voilà. Donc Olivier me dit qu'il songe laisser tomber, trop de contraintes, peu de renta. Normalement, sur ce type de bâtiment insalubre, c'est l'inverse, hein. C'est-à-dire que le prix et la situation ne doit pas être une question au départ. La question, justement, c'est celle que je te pose. C'est quelles sont effectivement les contraintes qui te sont imposées par la mairie et les services qu'il va y avoir sur le dossier pour que justement tu te décides ou pas. Donc, si dès le départ, le prix est un frein, n'y va pas, c'est clair. Hein. Normalement, le prix, ça doit être un argument. Et le frein, ça doit être effectivement les contraintes qui te sont imposées et ta capacité à les gérer. Parce que ça aussi, il faut l'entendre. Hein. Sur ces dossiers comme ça difficiles, ta capacité à gérer la difficulté va influer sur le résultat du dossier. Je donne un exemple. Moi, j'avais fait un live d'ailleurs à l'époque. Nous, dans une zone verte, on a réussi à créer un logement là où personne n'a jamais réussi à le faire. Alors, je dis pas que je suis un dieu, hein, j'ai rien fait de magique. Je me suis débrouillé avec ce que j'avais. Mais cette simple action, d'ailleurs, tu vois, on retrouve encore mon truc d'action, cette simple action que j'ai réussi à faire m'a fait gagner de l'argent. Et pourtant, c'était très contraignant, mais on a réussi. Donc, c'est pas impossible, attention. Hein. Sandra, ben voilà, j'ai rien d'autre à ajouter.
Investir dans les bouteilles de vin. Je commence à m'y mettre. Je ne pensais pas que cela pouvait être aussi rentable que la bourse. Moi, ça, je le savais, Gabi. Après, tu parles à un mec qui ne boit pas d'alcool. Donc, si tu veux, le vin, comment dire? Moi, pour faire un truc, il faut que j'ai un minimum, soit accès à quelqu'un qui va pouvoir m'aiguiller sur le sujet. Autant te dire que pour un gars qui ne boit pas d'alcool, j'ai pas de potes qui sont des sommeliers de renom pour m'aider à m'orienter là-dessus. En plus, non seulement il faut que j'ai une affinité, mais il faut qu'avec le produit, je ressente quelque chose. Là, le vin, ça me laisse de marbre. Mais effectivement, il y a plein d'argent à gagner dans plein de domaines. Je ne suis vraiment pas inquiet sur la question. Il n'y a pas que l'immobilier. Maintenant, le vin, c'est de l'investissement capitalistique. On n'est pas sur quelque chose qui est comme l'immobilier où il y a de la rente. Moi, je suis très, très, très amoureux de la rente. Donc après, chacun son truc. Comme je vous le dis toujours, je ne pourrais pas vivre sans loyer. C'est ma vision des choses. Après, j'ai pas raison. Je vous donne juste mon opinion. Allez, écoutez, désolé pour aujourd'hui. J'ai eu vraiment pas mal de contraintes au niveau du boulot. Un mauvais logement peut te pourrir la vie très longtemps. J'ai vendu un immeuble parce que j'avais un logement qui me cassait les bonbons. Donc oui, tu as raison. Un mauvais achat immobilier, ça peut te pourrir la vie pendant très longtemps et être un poids, un truc que tu as dans la tête, lancinant en permanence. L'immobilier, c'est marrant, c'est tout et son contraire. Si ça marche, tu vas devenir complètement gaga de ce truc et tu voudras tout le temps en faire. Parce que quand ça marche, et là, tu dis c'est génial, putain, voilà. Et quand tu as goûté, c'est difficile d'en sortir. Et à l'inverse, je suis complètement d'accord avec toi, quand tu as un problème, et ça m'est arrivé à moi aussi plusieurs fois, tu as des moments où tu as des problèmes et là, ça devient un truc qui te ronge le sang en permanence. Parce qu'en fait, c'est physique. On n'est pas sur un truc, mon argent, il est là, il est dans ma bouteille de vin. La bouteille de vin, elle te fera jamais chier en fait. Elle va jamais t'appeler pour te dire j'ai une fuite. Tu n'auras pas de rapport avec ta bouteille de vin. C'est si quand tu vas la boire, tu diras qu'elle est bonne et puis tu la jetteras le verre et ça sera fini. Mais je veux dire, il n'y aura pas ce rapport viscéral qu'on va avoir avec la pierre et qui fait que d'ailleurs, à mon avis, c'est ce que certains font qu'ils adorent ça et que d'autres le détestent en fait. C'est qu'il y a des gens qui veulent absolument pas avoir leur cerveau pris, accaparé par les problèmes que peuvent générer l'immobilier. Et à l'inverse, il y en a qui peuvent plus s'en passer comme moi. Et voilà, c'est tout. Moi, je pourrais pas vivre sans. Bon, écoutez, merci à tous d'avoir été là. Likez, partagez cette vidéo. On se retrouve demain entre midi et 2. Demain entre midi et 2, on fera du coup la journée Le Bon Coin qu'on aurait dû faire aujourd'hui, qui sont les anciennes soirées, mais qu'on fera demain entre midi et 2. On fera la ville de Nice, pas de souci. Je vais m'en rappeler. Voilà. Désolé encore, j'avais des rendez-vous, donc je suis arrivé ici un peu tard, mais l'autoroute était fermée. On se retrouve demain entre midi et 2. Bonne journée à tous. Salut. Ah, j'ai failli tomber.